Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous réchauffez tous. Nous allons poursuivre notre cycle de masterclass en recevant à présent Sylvie Joseph du groupe La Poste. Alors, Sylvie, elle est responsable du programme de transformation de La Poste. On va revenir tout à l'heure sur ce que signifie ce programme. Vous allez le découvrir. C'est un programme qui passe avant tout par une mobilisation de toutes les forces vives en interne pour changer l'organisation de l'entreprise. C'est l'un des objectifs, peut-être le principal, mais qui passe aussi par des changements de comportement et de posture. Et c'est un des points essentiels sur lesquels vous travaillez. Vous avez choisi, Sylvie, de baptiser votre masterclass Intelligence collective au service de la transformation humaine de l'entreprise. Je voudrais bien que vous m'expliquiez ce titre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, très simplement, en tous les cas, tel que moi je le conçois, l'intelligence collective, elle est, à mon sens, fondamentale pour transformer. D'abord parce que pour innover, on est rarement seul. En tous les cas, on n'est pas très performant seul. Donc, à plusieurs, on a beaucoup plus d'idées. Et puis surtout, ce qui conduit notre action, en tous les cas, au sein du groupe La Poste, c'est qu'on s'appuie en fait sur les collaborateurs pour transformer. C'est-à-dire qu'une transformation, ça ne s'impose pas. Une transformation, ça se construit ensemble. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, parce que chez nous, en tous les cas, l'humain est extrêmement important et l'humain est au cœur de notre transformation. Et on a compris il y a quand même quelques temps, et quelquefois à nos dépens d'ailleurs, que sans intégrer les femmes et les hommes du groupe, on ne pouvait pas transformer parce qu'il faut rendre les gens acteurs et non pas simplement spectateurs. S'ils restent spectateurs, ils ont naturellement peur parce que le cerveau humain est fait comme ça. Quand on n'est pas acteur, on a peur de se transformer, on a peur de changer. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça. Alors, on connaît tous La Poste, on est tous clients d'ailleurs. J'espère. Difficilement autrement, effectivement, on est clients. Par contre, on connaît beaucoup moins les grands enjeux de transformation qui sont ceux de l'entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où sont ces enjeux pour vous ? Alors c'est très simple, La Poste vit, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs et comme la société tout entière, une révolution profonde de ses métiers, de par notamment l'impact incroyable du digital. Nous, on le vit quotidiennement parce que nous avons une activité dite historique, qui est l'activité du courrier, qui, sans bouger au 1er janvier de chaque année, depuis maintenant 2 ou 3 ans, est certaine de perdre au moins un demi-milliard de chiffre d'affaires. Et donc l'enjeu que nous avons, c'est à la fois pour le courrier et donc le colis maintenant, de transformer les services et les offres de services de façon à développer, donc il faut beaucoup innover, à développer ce que l'on peut apporter aux citoyens, aux consommateurs, aux entreprises. Et puis dans nos autres métiers, je parlais du colis à l'instant, je parle de la banque et je parle du numérique aussi, puisqu'on est très actif dans le numérique. Le numérique, ça pèse chez nous 800 millions d'euros déjà. On l'ignore souvent, les activités pures numériques. Et dans tous ces métiers-là, qui sont des métiers pour le coup en croissance, le digital a aussi un énorme impact puisque ça transforme profondément, ne serait-ce que, si je prends l'exemple de la banque de détail, la relation client. Vous avez tous au moins une banque et vous avez tous constaté que de plus en plus vous utilisez ce petit outil que j'ai dans la main qui s'appelle un téléphone portable pour effectivement interagir sur Internet avec votre banquier ou avec votre banque. Et vous réservez l'espace physique à des choses bien particulières. Donc tout ça évolue énormément et même les activités en croissance, le colis est en croissance en volume de 8% par an environ. Là, on est servi par Internet. Pour le coup, le digital nous sert énormément. On est le premier acteur et de très loin en France en distribution de colis. Mais là aussi, tout change puisqu'il faut vous livrer de plus en plus vite, quelquefois en moins d'1 heure. Il faut vous livrer en précision, il faut vous livrer avec une vraie qualité de service et il faut vous livrer là où vous avez envie d'être livré. Bon, voilà, donc tout n'est pas parfait, on progresse, mais c'est comme ça qu'on lance par exemple des produits avec de la prédiction à l'heure de livraison. Ça, c'est ce que fait effectivement DPD et Chronopost, par exemple, chez nous. Et puis, on a aussi des retours en boîte aux lettres maintenant. Où vous pouvez déposer votre colis en boîte aux lettres sans aller au bureau de poste pour que le facteur le reprenne, etc. et renvoie ce que vous n'avez pas envie de garder.
Voilà. Ça implique pour vous de pouvoir partir sur des nouveautés, d'avoir une nouvelle façon de travailler. Je pense par exemple à la mise en place des fabriques. Vous avez fait des bureaux de test en la matière, hein. Des bureaux de poste, vous voulez dire. Oui. Alors effectivement, nous, toutes les transformations que nous faisons, et nous avons d'énormes transformations depuis une grosse dizaine d'années, en matière de service aux clients. On a opéré dans la dizaine d'années précédentes, donc dans les années 2000, notre transformation industrielle. Mais depuis 10 ans, depuis 2008, on transforme plutôt ce qu'on appelle le front office, donc c'est tous nos services aux clients, que ce soit dans les bureaux de poste, que ce soit avec les facteurs. Et en fait, toutes ces transformations, et y compris d'ailleurs tout ce qui est transformation interne, on fait la même chose, on les opère effectivement de manière extrêmement pragmatique. Pourquoi ? Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas imposer une transformation à des individus, à des collaborateurs. Et donc il faut les faire jouer le jeu de cette transformation, et il faut imaginer avec eux cette transformation. Donc effectivement, dans les deux cas, que ce soit le bureau de poste ou la transformation des métiers du facteur et les nouveaux services qu'on développe d'ailleurs tous les jours, on a opéré et on opère encore sous forme effectivement de ce qu'on a appelé à certains moments des fabriques, qui sont en fait des périodes de test and learn, avec un certain nombre, dans le cas des bureaux, de bureaux prototypes, de bureaux tests, et dans le cas des facteurs, il y avait 3 régions. Et donc on a imaginé, avec les équipes des bureaux de poste et les facteurs, sur site, avec eux, donc c'est plutôt le siège qui descendait en province et non pas l'inverse, on a imaginé effectivement les nouvelles prestations de services, et on a imaginé tout ce qui allait avec, y compris par exemple les transformations du système d'information. Alors, on va revenir sur ces exemples que vous allez développer pour nous. En tout cas, ça nous donne une idée très claire de la place de l'innovation dans votre démarche. Pourquoi est-ce que vous avez misé sur l'innovation pour répondre aux contraintes qui sont les vôtres, à cette transformation de la société qui impacte évidemment la Poste ? Parce que, comme un certain nombre d'entreprises en France et dans le monde, l'équation est assez simple. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes une économie de main-d'œuvre, nous sommes une entreprise de main-d'œuvre essentiellement. Il y a, je vous rappelle, 80 000 facteurs, 25 à 30 000 guichetiers. Nous sommes 250 000, donc nous représentons 1% de la population active française, on l'oublie souvent. Donc nous sommes une grosse machine et donc une économie de main-d'œuvre. Et quand on perd un demi-milliard de chiffre d'affaires par an sans rien faire parce que la concurrence au sens large, enfin, et l'Internet en particulier, vous transforme votre métier et vous le fait disparaître, ce n'est qu'une question toute simple de survie. Et donc l'innovation, c'est le cœur même de notre moteur pour pouvoir demain être encore là, rendre encore des services aux clients, et donc des services très différents et des métiers très différents de ceux que nous faisons aujourd'hui. Donc l'innovation, on n'a pas le choix, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Donc c'est comme un vélo, il faut pédaler, il faut avancer, ou alors on tombe. Oui, c'est un peu ça, oui, exactement. Et en fait, on s'aperçoit aussi qu'en montant sur le vélo, même quand on ne sait pas faire d'innovation au départ, ou quand on croit qu'on ne sait pas en faire, on finit par apprendre très vite et on finit par accélérer. Pour vous, vous me disiez quand on préparait cet entretien que c'était avant tout transformer plutôt que réformer, et que cette transformation, elle devait être approchée sous cet angle-là. Sous l'angle très humain, oui, et sous l'angle de l'innovation. Alors l'innovation, vous l'avez compris, de toute façon, je pense que plus personne aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut prétendre survivre et se développer si elle n'innove pas en permanence, si elle ne se remet pas en cause en permanence et si elle ne s'adapte pas en permanence, parce que le monde change de plus en plus vite autour de nous. Donc il faut être rapide, il faut être agile, ça vous le savez tous. Mais ce qui peut-être fait la différence, en tous les cas dans la manière dont nous conduisons les choses, c'est qu'effectivement, et là je paraphrase notre ancien président, qui est encore président d'honneur de la Poste, Jean-Paul Bailly, qui d'ailleurs a écrit un très bon bouquin sur le sujet, sur la transformation, et qui dit effectivement que le sujet, c'est bien de transformer, et donc de prendre le temps avec les individus de mener cette transformation, qui est une transformation à la fois individuelle et collective. Chacun doit se transformer aussi, plutôt que de réformer, c'est-à-dire d'imposer les choses, souvent d'en haut malheureusement, sans que les gens comprennent. Parce que, vous l'avez bien compris tout à l'heure, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas imposer la transformation et vous ne pouvez pas imposer le changement. Et nous, on est bien placés pour le savoir et on a bien compris. Et donc, on est vraiment dans une co-construction permanente et une co-innovation permanente. Alors,
ce qui n'est pas simple à faire, hein, et ça doit se faire à tous les étages managériaux d'ailleurs. Mais c'est dans tous les indispensable. cas extrêmement indispensable, mais surtout très intéressant et très enrichissant pour les collectifs et pour les managers qui pilotent ces collectifs. On voit bien la nécessité de la transformation et cette option, cette façon de travailler en s'appuyant sur l'humain. Vous avez commencé à nous tracer un petit peu la réalité de ces transformations. Est-ce que vous avez des exemples concrets à partager avec nous de la manière dont vous faites cette transformation humaine ? Je vous le disais un petit peu tout à l'heure, quand on fait effectivement une transformation aussi importante que celle des bureaux de poste, dont j'espère que vous avez noté effectivement pour un certain nombre d'entre eux la modification substantielle et donc la qualité de service aujourd'hui et la satisfaction client qui est beaucoup plus au rendez-vous que ça ne l'était à l'époque. On a pris le sujet, c'est-à-dire en 2008-2009. On a effectivement mené les choses de manière très pratique sur le terrain, avec les équipes terrain et en ne préjugeant pas de ce que nous allions faire. Et d'ailleurs, c'était assez simple parce qu'à l'époque, nous ne savions pas ce que nous allions faire. Parce qu'on a voulu faire ça extrêmement vite pour des raisons d'investissement, parce que transformer des bureaux de poste, comme on en a beaucoup, d'un point de vue immobilier, ça coûte très cher et on n'avait pas du tout envie de se tromper, parce qu'on n'avait pas les moyens de se tromper en termes immobiliers. Et donc, il a fallu qu'on soit extrêmement précis et qu'on arrive au résultat dans une période assez contrainte, 6 mois. On a mis 6 mois pour trouver le bon concept. Et pour ne pas se tromper, on l'a fait avec les personnes qui vivent tous les jours dans les bureaux de poste, c'est-à-dire bien sûr les collaborateurs, les guichetiers, les directeurs d'établissement, etc., mais aussi les clients. Et donc on a testé in vivo pendant 6 mois dans 25 bureaux. Voilà. Donc grandeur nature, chacun a joué son propre rôle et posé ce qui allait, ce qui n'allait pas. Exactement, et c'était une petite équipe commando parisienne qui a vécu dans ces bureaux pendant donc plusieurs semaines, puisque ça a duré 6 mois. Et on faisait, nous, des allers-retours avec le siège pour travailler aussi sur des aspects d'organisation, RH, discussion avec les syndicats, etc. etc. Et on était présents la semaine dans les bureaux et on transformait, on modelait physiquement le bureau et on faisait un certain nombre d'études. Alors nous, on en faisait visuellement un certain nombre et puis avec un cabinet associé pour interroger les clients, interroger les collaborateurs et voir comment ils réagissaient par rapport à ce qu'on leur proposait. Et au fur et à mesure, on changeait. Donc les 3 premiers bureaux des premiers mois ont été, les 6 premiers ont été franchement ratés, franchement. Mais on a beaucoup appris. Et puis on a corrigé petit à petit. Donc, et quand on est arrivé au bout des 6 mois sur les derniers, donc les 20 à 25 derniers bureaux, on a effectivement là eu le résultat. À tel point que ceux qui étaient passés en premier nous ont demandé instamment de revenir pour les remettre à niveau. Il ne s'agit pas seulement d'essuyer les plats, voilà, il faut aussi en profiter. Exactement. Et en plus, on avait à l'époque, alors je vous rappelle, 2008, 2008-2009, on n'avait pas ce genre d'outils, ou très peu, en tous les cas pas de smartphone. L'iPhone arrivait, on n'avait pas de tablette et on n'avait pas de réseaux sociaux. Je vous le rappelle parce qu'on oublie un peu vite. Et nous, on avait bidouillé, vraiment bidouillé, une espèce de réseau social qui permettait en fait aux collaborateurs des bureaux tests d'échanger entre eux et de poster beaucoup de vidéos sur la manière dont ça se passait. Ce qui a été d'ailleurs un formidable capital pour ensuite, quand on est passé au déploiement industriel, si j'ose dire, sur 3 à 4 000 bureaux, on avait une matière extrêmement riche qui avait été donc construite et bâtie par les collaborateurs et incrémentée au fur et à mesure. Et donc on a eu assez peu de travail finalement sur l'accompagnement du déploiement. Finalement, c'est du prototypage. Vous revendiquez le terme de prototypage pour cette méthode ? Oui, c'est du prototypage. On avance en marchant, on apprend en marchant, on apprend les uns des autres. Ceux qui sont à l'initiative font des erreurs, les autres les corrigent, etc., etc. Et on progresse par itération de cette manière-là, et qui est une façon effectivement de travailler assez basique. On n'a rien inventé, on est juste extrêmement pragmatique. Et surtout avec un vrai souci de l'humain. J'insiste parce que c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est justement l'humain, ce système, ce prototypage en mode itératif, en retour sur ce qui a été fait. C'est de la co-construction collective. C'est ça l'intérêt de telle expérience ? Alors, c'est exactement ça. Et surtout, ce qu'on n'imagine pas forcément quand on parle de co-construction,
ce sont les impacts très positifs sur à la fois la compréhension par ceux qui font, donc qui sont des collaborateurs de terrain, de ce qui se passe, et le fait qu'ils peuvent, eux, et pas nous, au niveau de la com, porter la bonne parole et expliquer. Donc eux, ils le vivent quotidiennement, ils l'expliquent avec leurs mots à leurs collègues, donc ils se parlent avec le même langage. Parce que quelquefois, quand ça vient du siège, bon, c'est quelquefois un peu ésotérique. Et deuxième atout aussi extrêmement important, c'est quand vous passez à la phase de déploiement, et nous, c'est tout de suite beaucoup de gens, hein, et beaucoup d'endroits quand on passe au déploiement, en fait, on n'a pas beaucoup à travailler, enfin, à organiser les choses. Elles s'organisent d'elles-mêmes parce qu'elles ont été effectivement dans cette phase de co-construction totalement construite par ceux qui font et par le management qui donc accompagne. Et en fait, c'est le management qui accompagne. Et ce sont, si je prends l'exemple des bureaux de poste, dans le cas des bureaux de poste, les 25 bureaux de test et leur management ont été donc les premières grappes qui ont ensuite entraîné des grappes géographiques, parce qu'on les avait répartis quand même à l'origine géographiquement, qui ont entraîné leurs collègues, etc., etc. Et ça a fait un effet boule de neige. Et c'est pour ça qu'on a pu aller extrêmement vite en déploiement et qu'on a déployé, si ma mémoire est bonne, les 2000-2500 bureaux en 2 ans, 2 ans et demi. Transformation en co-construction. Vous êtes entrée à la Poste, Sylvie, justement pour faire cette transformation. La co-construction, c'était votre culture ? Pas du tout, pas du tout. Moi, alors j'ai un peu d'heures de vol, mais moi je suis sorti des grandes écoles au début des années 80. Et à l'époque, j'espère qu'on ne raconte plus ça maintenant, mais à l'époque, on nous expliquait qu'on était l'élite de la nation et que donc nous, on savait. Les autres ne savaient pas, mais nous, on savait. Et qu'on aurait donc à initier des choses et à faire avancer les autres. À diriger. Oui, mais il y a plusieurs façons de diriger. Vous pouvez diriger collectivement aujourd'hui. Enfin, vous avez toujours une fonction d'arbitrage, évidemment, de décision, mais vous pouvez vous nourrir des autres. À l'époque, ce n'était pas tout à fait l'ambiance. Et donc, non, moi j'ai été construite sur ce modèle-là assez classique, qui vous apprend des choses par ailleurs très intéressantes, mais assez classique. Et en fait, je me suis confronté très vite à la réalité de terrain, parce que moi j'ai commencé ma vie professionnelle dans des PME. Ça, c'est extrêmement instructif puisqu'on fait tout. J'ai ensuite créé ma propre boîte, donc là c'est encore mieux, parce que là vous êtes face à vos responsabilités. Et puis j'ai été aussi très longtemps dans la grande distribution. Et la grande distribution, elle est confrontée tous les matins à son client. Et c'est le client qui rythme en fait la façon dont vous développez votre business, et vous devez être aussi très innovant. Et donc ça m'a aussi construite et ça m'a fait changer, Dieu merci. Et je dois dire que la Poste et la rencontre avec les postiers, ça m'a aussi appris à effectivement intégrer l'humain de manière extrêmement forte dans toutes nos conduites de changement et donc dans cette fameuse transformation et non pas réforme. Alors vous le savez, le thème cette année de 360, c'est la passion. Oui. Dans ce travail que vous faites sur l'humain, on a bien compris que c'est essentiel dans la transformation. Est-ce que vous-même, vous vous définissez comme passionné ? Est-ce qu'il faut de la passion pour faire ce que vous faites ? Alors, je crois déjà que quand on transforme des organisations, et particulièrement des grandes organisations, effectivement, il faut être passionné parce qu'il faut communiquer aux autres une envie. Et il faut convaincre aussi. Parce que tout se fait par la conviction et non pas l'imposition. Et il faut emmener les gens, il faut engager les gens, il faut les embarquer. Donc si vous n'êtes pas vous-même convaincu de ce que vous faites, et si vous n'êtes pas enthousiaste, et si vous n'êtes pas passionné, si vous ne donnez pas envie, il y a fort peu de chances que ça marche et que vous soyez communicatif et que vous communiquiez cette envie. Donc oui, c'est fondamental. Je rajouterais peut-être une qualité, c'est que je pense qu'il faut être aussi très résilient ou résiliente quand on fait de la transformation, et notamment dans les grandes entreprises, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas toujours simple, et effectivement il y a un certain nombre de résistances. C'est pas le monde des oui-oui. Hein. Ça peut être usant. Alors, tout dépend du niveau de passion que vous avez, en fait. Moi, je trouve que ce que je fais, même si c'est quelquefois compliqué, c'est extrêmement enrichissant. J'apprends tous les jours des choses, j'ai un esprit extrêmement curieux, donc c'est probablement aussi pour ça que je fais ce métier. Mais j'apprends des autres, j'apprends de ce que je fais.
Souvent, je n'ai pas les réponses, donc il faut les construire. Et justement, c'est plus simple de les construire à plusieurs que tout seul, parce qu'on a moins l'illusion de la page blanche et l'angoisse de la page blanche. Et moi, j'apprends, donc tant que j'apprends, je ne m'use pas. Et non, je ne suis pas usé. Je suis passionné, mais pas usé. Mais même pour des gens passionnés, quand on fait ces transformations, il y a une nécessité de la transmettre aux équipes, à l'ensemble des salariés. Vous disiez de les embarquer. Pourquoi est-ce que c'est important que la passion, elle existe aussi dans les équipes et dans l'ensemble des équipes? Parce que si vous voulez objectivement une entreprise qui se développe, je pense qu'il faut avoir des gens engagés, des gens passionnés. Aujourd'hui, la notion d'engagement dans les entreprises, on le voit, elle est mesurée, ou en tous les cas de plus en plus chez nous, et elle est mesurée depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons. Et très clairement, l'engagement est un facteur de performance et un facteur de résultat, y compris financier, et donc de pérennité de l'entreprise. Donc le sujet ne se pose même plus. Mais ce que je trouve très intéressant quand vous procédez justement par des logiques très participatives et d'intelligence collective, y compris quand vous transformez, et moi j'ai quelques collègues là dans la salle, moi ce qui est fantastique aussi, c'est que j'ai des retours et de la reconnaissance de mes pairs, de mes collègues, qui est extrêmement à la fois enrichissante et qui me redonne de l'énergie. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est ça qui fait avancer aussi et qui fait avancer l'entreprise. Et il faut avoir objectivement des gens qui innovent à tous les étages de l'entreprise et qui se sentent en responsabilité de le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'au sein du groupe La Poste, comme dans beaucoup de groupes d'ailleurs aujourd'hui, on a un programme d'intrapreneuriat qui permet aussi de faire comprendre que tout un chacun a le droit et a le choix, voire même la responsabilité d'apporter ses idées à l'entreprise et d'essayer de les mettre en œuvre. Justement, j'allais vous rétorquer, d'accord, la passion, tout le monde, mais ça ne se décrète pas. Alors vous parlez d'intrapreneuriat, vous parlez de différents dispositifs de co-construction participatif. C'est comme ça qu'on entretient, qu'on fait vivre la passion dans les équipes? Moi, je crois que oui. Après, j'ai pas la science infuse, mais il me semble qu'effectivement, c'est une bonne façon de l'entretenir et de la développer. Et puis, ce qui est important, et on le voit parce que ça réagit extrêmement bien. Après, tout le monde ne réagit pas à la même vitesse et tout le monde n'est pas en avance de phase, mais c'est pas très grave. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même une très très forte envie des collaborateurs, quels qu'ils soient, et je parle pas que des managers, des collaborateurs d'avancer, d'apporter des idées, de participer effectivement à cette aventure qui est la transformation d'un groupe comme La Poste pour assurer à la fois sa pérennité, les emplois de demain, etc. etc. Quand je parle du processus d'intrapreneuriat, on a, et notamment je me souviens il y a 2 ans, on a eu une présentation par une équipe de factrices qui d'ailleurs a été sélectionnée parce que l'idée était géniale, qui a complètement porté une innovation, en sachant que ce n'est pas leur métier habituellement, mais elles se sont prises en main, elles avaient beaucoup de passion, elles avaient imaginé un produit en écoutant leurs clients, et elles avaient raison, et on les a primées parce que ça valait vraiment le coup. On ne sait pas si ça rapportera de l'argent, mais ça valait le coup d'être tenté parce que l'idée est extrêmement séduisante. Et donc elles vont lancer leur entreprise d'ailleurs. Il y a l'enthousiasme, d'accord, mais il y a la question, on en parlait tout à l'heure, de l'usure. Comment est-ce qu'on entretient cette flamme? Comment sur un temps long, parce que le temps de l'entreprise c'est un temps long, on s'organise pour que la flamme, elle soit toujours là, qu'il y ait toujours de l'envie, de l'enthousiasme et de la passion dans le travail? Alors, vous avez raison, l'entreprise, c'est du temps long, mais, et c'est le cas pour nous aussi, on a quelques très gros projets, mais il y a aussi une foultitude de petits projets et qui sont des transformations que je qualifierais quasiment du quotidien. La transformation, elle est à tous les niveaux et elle est sur tous les sujets. Donc c'est pour certains du temps long sur des projets importants, mais qui sont quand même séquencés, et avec des équipes différentes sur chaque phase de travail. Mais vous avez aussi beaucoup de temps court. Et donc sur du temps court, c'est effectivement beaucoup plus simple de rester en tension, si j'ose dire, et en passion. Maintenant, si vous voulez entretenir, je parlerai plus d'énergie d'ailleurs que de passion, si vous voulez entretenir l'énergie de la transformation et de l'innovation, c'est quelque chose qu'il faut très clairement intégrer dans la culture de l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle de programme d'intrapreneuriat, ouais. C'est pour ça qu'on parle aussi d'accompagnement managérial et de formation des managers et de transformation des managers, et où on leur montre là aussi beaucoup de chemins d'innovation.
on les acculture à des techniques d'animation, des techniques d'innovation pour ceux qui le souhaitent, et on va le faire de plus en plus. Là, on a choisi d'être partenaire à Aix-en-Provence de quelque chose qui s'appelle The Camp, qui est un lieu très particulier, dans lequel on va envoyer effectivement un certain nombre d'équipes se transformer individuellement et collectivement en travaillant sur des projets et des accélérations de projets. Voilà. Parce que l'intrapreneuriat, ce n'est pas naturel, ça a besoin d'être accompagné. Oui, alors tout le monde ne naît pas entrepreneur. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui naissent comme ça. On le devient progressivement. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire comprendre que chacun peut prendre sa part de responsabilité, sa part d'initiative à quelque niveau que ce soit. Et que toute idée est bonne à prendre. Voilà. Et donc, il faut qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse se tester, éventuellement qu'elle échoue, mais ce n'est pas très grave, et on repart. Il y a des gens, par exemple, dans le principe d'entrepreneuriat, dans le protocole de sélection, qui en sont à leur 3e tentative sur des projets différents ou sur un même projet sur lequel ils progressent. Et je pense qu'ils finiront par être sélectionnés parce qu'au départ, ils n'étaient pas parfaitement bien préparés et puis petit à petit, ils apprennent. Et c'est ça qui est important en fait. C'est l'apprentissage permanent. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans une entreprise dans des entreprises où ce qui compte aujourd'hui presque le plus, c'est justement cette faculté d'apprendre en permanence, soi-même et des autres, avec des choses formalisées et des choses de savoir beaucoup plus informelles. Et le fait de co-construire ensemble, c'est une façon d'apprendre aussi. Il y a un très bon article de Philippe Val, donc notre président actuel, sur LinkedIn, que vous pourrez retrouver, sur l'entreprise apprenante. Voilà. Testing and learning, c'est ce qu'on retient de votre démarche. En conclusion, Sylvie, quel message avez-vous envie de nous faire passer ? Avec quoi devons-nous quitter cette masterclass comme idée forte, inspirante ? Alors moi, je ne suis pas là pour vous donner de leçons, bien au contraire. Je suis plutôt là pour en recevoir et pour apprendre. Mais moi, je vais vous dire ce que j'essaye de faire. Moi, j'essaye d'incarner effectivement cette transformation, donc d'être assez exemplaire sur ma propre transformation, parce qu'on ne peut espérer emmener les autres que si on se transforme soi-même. J'essaie effectivement d'être dans des logiques d'humilité, beaucoup de curiosité. Je crois que s'il y a une compétence majeure pour aujourd'hui et pour demain, et en particulier pour les dirigeants et les managers, c'est la curiosité. Et qui dit curieux dit forcément bienveillant, parce que quand vous êtes curieux, vous êtes naturellement bienveillant. Donc exercez d'abord votre curiosité et vous serez bienveillant. Et puis je crois qu'on ne fait bien les choses qu'avec les collaborateurs, les hommes, les femmes qui vous entourent. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à fédérer. Et il y a surtout des idées partout, et des très bonnes idées partout, à tous les niveaux. Il faut savoir les cultiver, tel le jardinier moyen. Jardinier des idées avec de la curiosité. Merci Sylvie, je vais Merci vous demander de l'applaudir.